Alors, après cette pause, nous vous proposons donc de faire un focus sur l'action 13 du projet Include DMOS, qui s'intitule Créer un environnement d'apprentissage plus accessible et qui a été porté par le pôle d'appui à la pédagogie numérique de l'Université Lyon 3. Et nous allons commencer par vous présenter une petite vidéo. Dans le cadre du projet Include, le pôle d'accompagnement à la pédagogie numérique de l'Université Jean Moulin Lyon 3 est pilote de l'action 13, créer un environnement d'apprentissage plus accessible. Cette action a comme principal objectif de reconnaître la diversité croissante des profils d'étudiants néo-entrants en mettant en place des dispositifs inclusifs dans le but d'améliorer leur réussite. Nos réflexions se sont donc basées sur 3 piliers: favoriser l'apprentissage, améliorer l'environnement éducatif, mais aussi renforcer l'accessibilité. On va faire un rapide tour de tout ce que nous avons déployé depuis le début de cette aventure Include. Je vous propose tout de suite de commencer par le premier pilier, favoriser l'apprentissage. Allez, suivez-moi. Les 25 amphithéâtres de l'université sont aujourd'hui tous équipés d'un système d'enregistrement de l'audio, mais aussi du support de cours. Dans le cadre du projet Include, nous avons voulu aller plus loin en ajoutant la captation vidéo de l'enseignant. Cette fonctionnalité supplémentaire représente de nombreux avantages. Il permet aux étudiants ayant des difficultés attentionnelles à maintenir une attention focalisée et plus largement, ceci permet aussi aux étudiants empêchés, dispensés d'assiduité, en longue maladie ou encore ayant des troubles 10, une meilleure compréhension et rétention d'informations. Proposer de nouveaux outils pour varier les méthodes d'enseignement, faire participer différemment ces étudiants, mais aussi proposer des séances de cours stimulantes, fait partie d'une approche pédagogique plus inclusive. Dans cette idée, nous avons expérimenté le micro sans fil en mousse, Catchbox, qui permet aux étudiants de vivre une nouvelle expérience d'apprentissage au sein des cours magistraux. En tant qu'enseignant, vous souhaitez augmenter l'ancrage mémoriel de vos étudiants ? Les aider à répéter et espacer les révisions afin d'augmenter leurs chances de réussir à l'examen ? WooFlash vient justement répondre à ces besoins. Cet outil de révision fondé sur les sciences cognitives et la neuroéducation permet aux étudiants et enseignants de créer des sessions de révision sous la forme d'exercices interactifs. Il complète parfaitement son grand frère WooClap. Passons désormais au deuxième pilier, améliorer l'environnement éducatif. Allez, c'est parti. Notre université s'équipe progressivement d'un système de géolocalisation qui permet aux personnes en situation de handicap et plus généralement à tous les usagers de se déplacer en toute autonomie dans nos bâtiments. Vous cherchez l'entrée d'une faculté, le resto U, une machine à café ou encore une salle de cours, Evelity vous guidera pas à pas jusqu'à votre destination. Les étudiants en situation de handicap ou présentant des troubles de santé invalidants sont en droit de continuer leur scolarité dans de bonnes conditions. Salut Yann, tu vas bien ? Salut Alex. Ce système de robot de téléprésence s'intègre dans les mesures d'aménagement proposées dans le cadre de sa politique d'égalité des chances. Grâce au projet TEDdy et en collaboration avec plusieurs acteurs de l'université, le PAPN a mis en place 6 robots de téléprésence. L'aide matérielle constitue un moyen pour atteindre cet objectif d'environnement plus inclusif. Grâce entre autres au financement d'Include et en partenariat avec les bibliothèques de l'établissement, les étudiants bénéficient depuis septembre 2023 du service de prêt d'ordinateur longue durée. Ce sont près de 200 portables qui sont désormais à leur disposition. Je vous propose désormais de regarder ensemble le dernier pilier de nos actions, c'est renforcer l'accessibilité. Allez, c'est parti. La vidéo est désormais au centre des nouvelles méthodes d'enseignement. L'enregistrement vidéo d'un cours offre aux étudiants empêchés de multiples avantages. Jusque-là, ces vidéos n'étaient pas accessibles. C'est désormais chose faite avec le système de sous-titrage automatique de haute qualité disponible dans notre Web TV. Des étudiants présentant des troubles 10, malentendants ou encore étrangers rencontrent des difficultés pour suivre les cours en amphithéâtre. Les problèmes de compréhension et de prise de notes sont importants et mettent en péril leur réussite.
Ce dispositif proposera une transcription en direct, mais aussi une transcription différée, mise à disposition par la suite sur la plateforme pédagogique Moodle. Aujourd'hui, les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche ont une obligation légale de rendre accessible l'ensemble de leurs applications, sites web et plateformes. C'est dans ce sens que nous souhaitons, tout d'abord, réaliser un audit de conformité suivant la version en vigueur du RGAA, pour ensuite apporter des corrections afin d'optimiser le taux de conformité. Comme vous l'aurez compris, l'aventure Include à Lyon 3 est riche de beaux projets qui se veulent tous pérennes dans le temps. Pour certains d'entre eux, la mobilisation de plusieurs services a été nécessaire et c'est pour nous un gage de réussite collective. C'est également une grande fierté de voir que la majorité de ces projets ont fortement irrigué le schéma directeur du handicap adopté en 2023. Voilà, ce tour d'horizon est terminé et nous espérons qu'il aura suscité chez vous quelques idées. Nous voulions vous montrer les différents types d'actions que nous avons mises en place dans une vision plutôt systémique de la transformation de l'établissement pour un environnement d'apprentissage plus accessible. Alors maintenant, nous allons vous proposer de faire un focus sur 3 projets spécifiques et nous allons commencer avec la transcription. Et donc pour cela sont présents ici avec moi Alexandra Conina, responsable adjointe du pôle d'accompagnement à la pédagogie numérique, Jean-Marie Cognier, président directeur général de la société Ubicast, Olivier Fraisse, président directeur général de la société Autot, Alistair Sutton, coordinateur de l'équipe audiovisuelle du pôle d'accompagnement à la pédagogie numérique de l'Université Lyon 3 et moi-même. C'est bon? Bonjour. Donc là, on va faire un focus sur le développement de l'outil de transcription en direct, d'abord. Donc, nous développons cette solution qui a pour but de permettre aux étudiants d'accéder à une transcription en direct pour les cours en amphithéâtre et salle. Donc, c'est quelque chose qui est expérimental, qui n'a pas été fait avant. Le but, c'est que la ressource soit disponible via une page sur Moodle aux étudiants authentifiés. On doit rendre aussi accessible une transcription en différé. Donc, on travaille sur cette innovation avec 2 entreprises. Donc, Ubicast, qui nous fournit la plateforme de stockage audiovisuel, et Autot, qui fournit des solutions de transcription et traduction. Alors, je résume un peu vos activités comme ça. Mais voilà, et donc on a la chance d'avoir les 2 PDG avec nous, Olivier et Jean-Marie, qui vont nous parler un peu des enjeux plus en détail après. Voilà. Juste un petit détail, si c'est possible chez nous, c'est parce que ça se greffe sur un système d'enregistrement qui est déjà en place et qui est en train d'être renouvelé des cours dans les amphithéâtres et les grandes salles, qui permet d'enregistrer en autonomie les cours avec le PowerPoint, l'audio et bientôt une image caméra en plus qui va s'ajouter à ça. Et donc, ce qui nous fournit un flux, on va dire, qui peut être analysé pour produire une transcription. Voilà, sinon, ça ne serait pas possible. Voilà, donc... Je voulais dire aussi par rapport à cet outil, c'est qu'on l'avait pensé comme un outil facilitateur des apprentissages et c'est vraiment un point qui nous était vraiment important au tout début, la construction de toutes les actions que vous avez pu voir dans la vidéo. Et il y en a d'autres, on en a d'autres sous le pied, mais on ne les a pas toutes présentées. Là, on a voulu présenter l'essentiel. Donc voilà, c'est l'objectif en fait d'avoir cet outil facilitateur des apprentissages. Alors pour qui ?
Donc à chaque fois, on va essayer de vous faire cette carte d'identité pour chaque outil. Là, les 3 qu'on va vous présenter, c'est évidemment pour les étudiants avec un handicap cognitif. Donc tous les troubles d'apprentissage, hein, ceux que vous connaissez déjà, mais aussi ceux qui ont un handicap évidemment sensoriel. Et il faut aussi, inclusif veut aussi dire les étudiants qui peuvent avoir des problèmes aussi temporaires, comme les néo-entrants qui n'ont pas ces compétences estudiantines de prise de notes faciles et qu'il va falloir aussi les accompagner, les former à ces prises de notes. Donc le pôle réussite de notre université le fait déjà très bien. Voilà, donc le but, c'est d'aider tous ces étudiants qui ont cette difficulté de prise de notes. Et puis, on pense aussi à ceux qui sont étrangers et qui ont la barrière de la langue, pour qui aussi ça peut être très compliqué. Donc, vous voyez que c'est un outil qui répond bien à l'action 13, qui est de créer un environnement d'apprentissage plus inclusif, pas forcément plus accessible, plus inclusif. Je vous dirai pourquoi. Mais en tout cas, voilà, ça répond bien à tout le monde. Alors, pourquoi ? Eh bien, on a un peu répondu déjà à la question, hein. C'est pour venir en soutien de ces étudiants qui sont en difficulté pour gérer cette tâche de prise de notes, qui est au final une tâche assez complexe, et on le verra juste après, mais je laisse la parole à nouveau à Alistair, qui va vous expliquer en fait comment on a développé l'outil. Ça s'est fait sur plusieurs phases. Avec la collaboration de 2 sociétés tech que nous connaissions déjà, parce qu'on avait déjà travaillé avec Jean-Marie et Olivier, et avec qui ça se passait déjà très bien, et qui ont voulu aussi collaborer ensemble. Et Include, je trouve, qui a été très intéressant aussi de ce point de vue-là, c'est que c'est vraiment un projet qui a réussi à embarquer avec nous des sociétés, donc de faire le lien entre l'enseignement supérieur et le monde privé. Et pour le coup, moi, c'était un peu la première fois que je voyais ça, donc j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et je pense que pour eux aussi, mais ils le diront après. Mais on va laisser la parole à Alistair. Très rapidement, les phases du projet. Donc la phase 1, c'était le cadrage des besoins et une conception théorique d'un fonctionnement du système. La phase 2 dans laquelle nous sommes actuellement, c'est le développement du système par les entreprises, qui n'est pas la phase la plus simple. Et de notre côté, des tests et des retours, on va dire des allers-retours un peu avec des points réguliers sur le développement, ce qui bloque, adapter, trouver des solutions aux problèmes. Voilà, vous allez peut-être en parler plus en détail après. Et la phase 3 qui est l'internalisation du système sur nos serveurs. Donc l'enjeu d'une transcription directe, c'est le délai. Pour que ça soit pertinent, il faut que le délai soit court. S'il y a un très grand délai entre ce qui est dit dans la salle et la transcription, ça marche pas. Donc pour réduire le délai, la solution, c'est d'internaliser la solution à terme, donc dans la phase 3. Et également la mise en place d'un dictionnaire propre à l'université qui améliorera la qualité de la transcription. Avec tout le jargon de nos propres disciplines, hein. Chaque discipline a, c'est vrai, un langage particulier. Donc le but, c'est que la machine s'entraîne sur ce système de dictionnaire pour que derrière, il puisse recracher plus rapidement la transcription. Peut-être que vous voulez intervenir sur ces phases rapidement, hein. On le sait qu'on est tenu par le temps. Bonjour. Déjà, merci beaucoup de nous avoir invités. Moi, je suis ravi d'être là. Donc, je suis Jean-Marie, je suis le PDG du Bicast et j'ai une deuxième casquette, c'est que je suis vice-président d'EdTech France en charge de l'enseignement supérieur. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit avant. La collaboration entre les EdTech et les universités, c'était un des objectifs de DemoES. Et je pense qu'on peut en être témoin sur ce projet-là. Ça s'est très très bien passé. Ça a montré que c'est pas un gros mot, c'est pas non plus impossible de collaborer entre un établissement d'enseignement supérieur public et des boîtes privées. Ça peut très bien se passer s'il y a de la bonne volonté des deux côtés. Et force est de constater que c'était le cas ici même. Maintenant, pour revenir au projet, c'est vrai que donc on a tout de suite été intéressés, nous, parce que l'accessibilité, c'est quelque chose qu'on a mis au centre de la plateforme. J'ai entendu l'association Access 42 être citée dans la précédente table ronde. Nous, c'est Access 42 qui a audité la plateforme vidéo Ubicast pour le label RGA. Donc, c'est aussi des gens qu'on connaît bien dans notre univers plus privé.
Et donc, c'était tout naturellement OK, et même plus que partant pour se lancer sur le projet de sous-titrage en direct pour une notion d'inclusivité, une plus grande inclusion des étudiants à handicap dans les amphithéâtres. Bonjour tout le monde et oui, merci pour l'invitation et l'organisation. Donc, je suis Olivier, cofondateur de la société Autot. Et c'est vrai qu'Alexandra, quand tu es venu vers moi pour parler du projet Include, ça m'avait tout de suite assez convaincu. Et d'autant qu'après, quand tu as dit qu'il y avait aussi Ubicast dans la boucle, avec Jean-Marie, on travaille ensemble depuis plusieurs années. Donc, ça a aidé à la démarche. Et surtout, souvent, on avait cet échange sur la transcription en direct. Mais on n'avait jamais vraiment le temps de la mettre en place. Et là, c'est le cas où le projet Include, pour moi, ça nous laisse le temps d'essayer d'aller monter un projet, de faire pas mal d'erreurs, parce que techniquement, c'est assez compliqué de prendre le temps et tout d'avoir un suivi, et puis des exigences à la fin en termes de livraison. Donc là, vous voyez un premier résultat qui n'est pas l'intégration finale, parce que on n'y est pas encore tout à fait, mais ça tend un peu vers ce qu'on essaie de faire. Et ce qui m'a beaucoup plu dans le projet, c'est de pouvoir en fait rendre accessible les contenus vidéo et audio à tous les étudiants, que ce soit inclusif pour tout le monde, pas forcément trop ciblé. Et puis après, il y a cet aspect d'aller pouvoir après massifier tout ce qui est transcription et sous-titres, parce que ça peut apporter aussi plein d'autres vertus. Alors, je voulais revenir rapidement sur cette fameuse tâche complexe de la prise de notes. En effet, d'un point de vue cognitif, au final, c'est une activité qui va nécessiter de réaliser plusieurs tâches à la fois. Vous avez déjà l'acte de compréhension, donc on va demander à l'étudiant ici d'effectuer une écoute active, de faire une lecture aussi sélective, de faire des liens entre ses connaissances antérieures, mais aussi ce qu'il va devoir là apprendre en temps réel. Et puis, c'est savoir organiser, savoir aussi inférer aussi des éléments implicites. Il faut savoir que les étudiants qui ont des troubles 10, alors je connais particulièrement ce trouble-là, mais je vois bien que c'est des étudiants qui ont énormément de difficultés à percevoir l'implicite. Donc, quand on est face à un enseignant qui peut parfois être beaucoup dans l'implicite, ça prend beaucoup de temps pour eux, après, derrière, de le retranscrire. Et puis, on est sur une deuxième tâche, puisque c'est une tâche complexe, donc ça veut dire que c'est du double tâche, qui est l'acte de production. Donc là, on va demander à l'étudiant de noter rapidement, mais noter rapidement, ça veut dire savoir gérer les abréviations. Pas tous les étudiants qui savent le faire à la sortie du lycée. Ça va être aussi organiser l'information, la globaliser, la synthétiser, enfin faire tout ça au final en très très peu de temps. Donc on voit que ça demande, oui, beaucoup de choses à l'étudiant, et ça vient générer une fatigabilité et une charge cognitive qui est énorme, et on les ramasse à la petite cuillère à la fin de la journée parce qu'eux, ils enquillent beaucoup de cours magistraux les uns derrière les autres. Donc voilà. Donc pour les étudiants, évidemment, qui n'ont pas de troubles neurodéveloppementaux ou de difficultés liées à l'environnement nouveau d'être un étudiant et donc de faire de la prise de notes, évidemment que la prise de notes, c'est une activité qui est très riche et qui est vraiment utile dans les apprentissages, dans la mémorisation. Là, c'est plutôt un côté positif. Par contre, quand on est face à des étudiants qui ont des troubles sévères et qui sont donc persistants, parce que trouble veut dire persistant, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie en fait, c'est que vraiment ils peuvent pas. Eh bien eux, il faut les aider pour pouvoir juste gravir cette petite marche, parce qu'en effet, ça les met en échec, tout simplement. Alors Olivier, on va te laisser répondre à cette question. Tu as un petit peu déjà répondu, mais pourquoi avoir relevé ce défi avec nous ? En fait, il y aurait déjà répondu, je crois. Oui, désolé. Ouais. Bon, on peut la passer. Non, mais au-delà de ça, dans tout le cheminement du projet, il y a quand même beaucoup de réunions qu'on a faites avant pour essayer de bien comprendre quels sont les enjeux pour l'établissement, pour les enseignants, parce qu'en fait, si les enseignants ne jouent pas le jeu ou ne veulent pas lancer l'enregistrement ou la transcription, en fait, on est bloqué, on peut pas travailler. Donc ça, c'est des choses que nous, on a besoin de prendre en compte aussi dans tout le développement technique. Et dès le début, dans les précédentes conférences, vous parliez de prendre l'accessibilité au tout début du projet. Là, c'est un peu ça, finalement. C'est que même si c'est notre métier de faire
finalement, dans ce développement-là, on le prend en compte avec Jean-Marie et ses équipes et puis nos équipes techniques pour se dire, bon, bah, il va falloir qu'il y ait un accord à un moment donné de l'enseignant pour lancer l'enregistrement et la transcription, que ce soit simple, que ce soit pas une charge en plus pour lui, et qu'après, pour les étudiants, ce soit facile d'accès. Là, a priori, on se dirigerait vers une utilisation dans Moodle, qui puisse retrouver facilement son cours, sa vidéo sous-titrée, récupérer ses transcriptions, ainsi de suite. Donc il y a tout ce cheminement qui est assez intéressant. Et là, ça fait 2 ans quand même Oui, ça fait 2 ans qu'on collabore. qu'on travaille dessus. Et, Pas combien de réunions on a fait, mais voilà, et c'est donc énorme. c'est chouette, en fait, c'est ça, ça reboucle à ce que je disais au début, ça laisse le temps quand même. C'est quelque chose que nous, on n'aurait pas forcément fait tout de suite, mais ça permet de le prioriser chez nous et de se dire qu'à la fin, il y aura peut-être des usages très spécifiques. Oui, totalement. Et juste une petite indication, c'est basé sur la volonté de l'enseignant de l'enclencher. Évidemment qu'on ne va pas imposer ce système à un enseignant qui a des réticences pour des raisons peut-être qu'on va voir d'ailleurs d'un point de vue de la propriété intellectuelle, mais on va lui expliquer que il y a des choses quand même qu'il faut faire pour aider ces étudiants-là. Mais voilà, c'est des choses qu'il va falloir travailler sur du long terme parce que tous les enseignants, on le sait, ne vont pas adhérer au système tout de suite. Mais c'est pas grave, il faut déjà se lancer. Et justement, la prochaine question, c'est ça, la propriété intellectuelle. Donc là, on va laisser pareil un peu tout le monde répondre. Avec Yann. Oui, alors moi j'ai juste ma casquette de juriste ici. Donc ce que je peux dire, effectivement, c'est sur les aspects propriété intellectuelle. Ce n'est pas l'enseignant ne perd en aucun cas ses prérogatives sur sa ressource. Il reste toujours propriétaire de sa ressource. Après, ça rejoint quand même. Donc du coup, légalement, c'est totalement raccord. Donc c'est pas parce qu'on l'enregistre que pour autant, il y a une déperdition au niveau des droits de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est un discours qu'on tienne et qui soit très très clair auprès des enseignants. Toutefois, ça a un autre avantage, mais qui n'est pas juridique et dont on parlait dans la première partie, c'est de se dire que l'enseignant a une charge quand même. Pour avoir son cours accessible, pour rendre son cours accessible, il y a quand même une charge, il demande du temps, etc. Et là, on lui propose un outil où finalement, il donne la matière comme il la donne d'habitude, et derrière, on met en place la solution technique pour avoir la transcription. Voilà l'avantage, la valeur ajoutée, mais effectivement, il ne perdra jamais ses droits de propriété intellectuelle. Et puis, d'autre part, on est aussi dans une injonction dont on a parlé tout à l'heure, qui est une injonction légale, parce qu'on a parlé des normes d'accessibilité. Les normes d'accessibilité ne concernent pas que les sites, que les contenants, mais ça concerne aussi les contenus. Donc, finalement, nous, établissements, on est aussi sous une obligation légale d'accessibilité. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces paramètres-là qu'il va falloir expliquer donc à notre public, aux enseignants, pour essayer de les convaincre, de dire « Ok, j'autorise l'enregistrement et j'actionne l'enregistrement ». C'est pas même « j'autorise l'enregistrement », c'est que j'appuie pour l'enregistrement. C'est toujours de sa propre initiative. Côté accessibilité, ce qu'on a mis en dernier point, c'est la transcription et les sous-titres. Ça coche 4 critères du RG2A. Donc je crois qu'il y en a 106, ça a été énoncé tout à l'heure. Il y a à la fois, on affiche la transcription, il faut que la qualité de la transcription soit adéquate, et on affiche les sous-titres, il faut que la qualité des sous-titres soit correspondante aussi. Donc ça coche aussi des cases assez positives pour l'accessibilité numérique. Côté propriété intellectuelle, disposer de sa propre plateforme vidéo, ça a aussi quelques avantages. Je me souviens être allé visiter un de nos clients en Normandie, une université, et ils avaient un problème avec un enseignant qui était un peu star dans l'université, qui était très réfractaire à l'enregistrement de ses cours. Ils l'ont invité dans leur bureau, ils sont allés sur YouTube, ils ont tapé son nom et ils ont trouvé des dizaines de vidéos faites par les étudiants eux-mêmes, entrecoupées de pubs pour des marques de céréales ou de soda. Et l'enseignant est bien vite revenu sur sa position initiale et est devenu un des plus grands promoteurs de ces solutions-là. Parce que finalement, si on ne le fait pas en tant qu'établissement, les étudiants vont le faire et de manière complètement sauvage, non maîtrisée. Alors que finalement, on l'a bien vu, l'enseignant reste propriétaire de son cours, quand bien même il est capté par l'université. Et donc c'est là où c'est intéressant de voir sur quel système on va s'adosser. Et c'est pour ça que chez nous, chez Bicast, bien sûr, on ne prend en aucun cas la propriété des contenus qui sont hébergés. Et il faut faire vraiment attention à ça quand on choisit ses fournisseurs. Le choix qui est fait, qui a été dit au début, c'est que ça va être internalisé après chez vous. Donc en fait, finalement, les données seront stockées chez vous, gérées chez vous, et
Et nous, entreprises extérieures, on n'y aura absolument pas accès. Donc c'est le meilleur moyen de sauvegarder la confidentialité de ces données. Ça rejoint ce que disait Gilles tout à l'heure lorsqu'il parlait Bonadita de souveraineté. C'est aussi dans cette idée-là. Donc, ça coche quand même beaucoup de cases. C'est une conduite du changement, mais ça coche quand même beaucoup de cases qui nous semblent aujourd'hui être en mesure de rassurer les collègues enseignants quant à ce dispositif. Des questions? N'hésitez pas. Merci. Je me demandais si vous aviez déjà une idée un peu concrète de comment vous allez faire pour synchroniser tout ça avec Moodle. Est-ce que vous avez déjà un moyen d'automatiser le fait que tous les cours des enseignants, une fois que l'enseignant aura pris la décision d'enregistrer, seront envoyés automatiquement dans Moodle, ou est-ce que l'enseignant a besoin de faire d'autres manips pour obtenir un résultat? Alors l'idée, c'est donc que l'enseignant il a bien la maîtrise à partir d'une tablette de démarrer alors l'enregistrement, la diffusion directe et la transcription directe séparément. Vraiment, il a les trois options. Une fois que la transcription directe est activée, l'idée c'est de créer une page Moodle qui soit par amphithéâtre et que le lien donc reste le même en fait pour le même amphithéâtre. Ça permet par exemple de le rendre accessible via un QR code dans la pièce pour les étudiants. Il suffit qu'ils scannent et ils ont accès à la page. Et donc il y a besoin d'être authentifié quand même comme étudiant. Mais à partir de là, c'est quand le système est déclenché que la transcription démarre. Voilà. Après, côté transcription, voilà, c'est plus complexe que ça, mais... Oui, il y a une étape transcription qui est un peu derrière le rideau. En tout cas, côté plateforme vidéo, au niveau du Bicast, la plateforme vidéo, elle est intégrée à Moodle. On a des plugins depuis longtemps. Donc, c'est toujours dans cette optique d'être simple pour les enseignants. On ne veut pas rajouter un outil sur un outil tiers par rapport à ce qui existe déjà dans le panel des établissements. Donc nous, on vient s'intégrer un peu en marque blanche derrière Moodle, quoi. On est la béquille vidéo de Moodle. Donc du coup, ça va utiliser cette intégration qui est déjà là. Et d'ailleurs, c'était un des points très intéressants du projet, c'est qu'on a vraiment pu spécifier, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de réunions, les cas d'usage. Et on vous a énormément sollicité et un peu poussé dans vos retranchements au début pour savoir mais comment ça va se passer dans la vraie vie, parce que la solution technique, elle va s'appuyer sur ce que vous allez nous dire en termes pratico-pratiques dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je travaille sur la distraction. Merci beaucoup. Moi, je m'interrogeais. Alors, en fait, on s'interrogeait collectivement sur deux choses. D'abord, la sobriété au niveau de si tous les enseignements sont captés et déposés sur des plateformes, ça fait des masses numériques énormes et on est sur un objectif aussi au niveau des universités de développement durable. Comment est-ce qu'on répond à cet objectif, à ce double objectif, cette double contrainte? Et plus en lien avec ma spécificité sur les besoins éducatifs et l'apprentissage, si l'objectif c'est la prise de notes, je me demande en quelle mesure est-ce qu'on répond vraiment à la contrainte que vous avez exposée, qui est de compréhension. Quand on a une transcription d'un oral, il manque plein de choses quand on a juste le texte. Et par rapport à une prise de notes, il manque aussi plein de choses du travail de compréhension, d'extraction des implicites. Et ça, c'est un travail que l'étudiant il doit faire ensuite. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi une réflexion à avoir pour la sobriété d'intelligence artificielle qui viendrait peut-être apporter une réduction de la masse d'informations, quoi. Parce que il me semble que là, quand on voyait le texte tout à l'heure, au-delà de la problématique du vocabulaire, évidemment, quand on utilise du franglais, des choses comme ça, probablement qu'il ne va pas marcher, le truc de reconnaissance. Mais il y a aussi, peut-être qu'il y a à synthétiser ce qui est dit par l'enseignant. Alors, déjà, IA et sobriété, ça ne va pas vraiment bien ensemble. Ouais. Au-delà de ça, l'argument, on l'entend parfaitement. Nous, on a mis en place, par exemple, dans la plateforme vidéo, des mécaniques d'autosuppression des contenus sur des routines ou sur des critères bien définis. Par exemple, la vidéo a plus de 12, 18, 24 mois et a 0 vue.
Celles-là, elles sont supprimées automatiquement. Comme ça, on sauve du stockage et effectivement, on va moins faire tourner des data centers, etc. etc. Pour la compréhension, les vidéos qui vont passer dans la moniette de la transcription en direct, elles vont être enregistrées. Donc pour être mises à disposition en termes de replay. Et on a des retours. Donc nous, on avait fait une enquête avec une université à Dublin. Bon, ils ont des étudiants, ils parlent anglais, mais c'est les mêmes que les vôtres. Et il y en a qui disaient avoir accès au replay, c'est lifesaver, parce que je travaille, parce que j'ai une maladie chronique, parce que je suis étudiant empêché. Et donc en fait, retrouver finalement le transcript. Et d'ailleurs, dans le cadre du projet, on l'a adapté pour qu'il soit téléchargeable à un format qui puisse rentrer dans les outils des étudiants 10. Avoir le transcript et à côté la vidéo du prof, s'il le souhaite. Et les slides. Là, il a toutes les infos, il peut recompléter sa prise de notes après le cours. Et plus rester concentré pendant le cours sur ce que dit l'enseignant et faire sa prise de notes après coup. Donc, je pense que c'est là où on peut jouer sur la compréhension. Effectivement, il y a une bascule sur... ça pèse sur un serveur. Nous, ce qu'on essaye de faire dans nos prochaines thématiques chez Ubicast, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur également, c'est de faire tourner les serveurs plutôt la nuit que le jour, sur les heures creuses d'électricité. On est sur des thématiques comme ça. Baisser la qualité, en améliorant le transcodage. En fait, c'est un peu technique, mais essayer de pas baisser la qualité perçue de la vidéo, mais qu'elle pèse moins lourd et qu'elle soit plus rapidement fabriquée par les serveurs. Non, et puis je rajouterais aussi, nous, c'est une action à laquelle on tient beaucoup, c'est l'hygiène numérique. Et donc, on explique souvent, et on a beaucoup d'actions auprès de nos enseignants pour leur apprendre à supprimer les contenus qui ne sont plus du tout utiles. Et là, je pense qu'on a un gain, on a une possibilité de gain qui est énorme. Alors, effectivement, l'IA, c'est consommateur de ressources. Mais si on supprime tous les mouroirs à PDF qu'on a sur X plateformes multipliées par X universités en France, je pense que le gain, même si on consomme plus en IA, on aura un gain en termes de stockage. Donc voilà, donc l'un dans l'autre, je pense qu'on peut s'y retrouver. Et par contre, effectivement, il faut faire cet effort sur l'hygiène numérique parce que les plateformes sont un recours de plus en plus régulier pour en appui de l'enseignement. Et c'est vraiment effectivement trop facile. Mais je me mets à la place parce que j'enseigne aussi par ailleurs. Effectivement, on oublie qu'on a donné un cours il y a 3 à 4 ans et que dessus, on avait, je sais pas, des dizaines de rendus de devoirs et qu'on laisse traîner et qui ne sert absolument à rien. Et au final, qui prennent de la place, du stockage et finalement, qu'on pourrait facilement supprimer. Donc voilà, c'est des réflexes à avoir aussi. Et je pense que voilà, le gain, on peut l'avoir de ce côté-là, même s'il y a et générateur et déjà énergivore, ça c'est évident. Merci. Et juste pour rajouter, après dans le cas d'une solution internalisée, là qu'on le voit dans le schéma ici, tout peut être mis dans une même boîte finalement, et donc du coup tout communiquer un peu en vase clos. Donc ça réduit énormément les données qui sortent, qui rentrent. Donc là forcément aussi ça allège tout le transit. Et dans le cadre de notre technologie de transcription automatique en direct, en fait c'est une écoute d'un flux audio. Il n'y a pas ou d'un flux audio. On n'a même pas besoin de la vidéo, d'un renvoi. Donc ça va générer le coût serveur d'écouter. Enfin, le temps passé du serveur à écouter, mais c'est moins énergivore que quand effectivement on nous envoie aujourd'hui une vidéo à sous-titrer en différé. Ça c'est plus énergivore que le live. L'objectif, c'est pas que tout soit filmé non plus. C'est pour ça qu'on permet bien aux enseignants c'est eux qui sont autonomes pour démarrer l'enregistrement, le live ou la transcription en direct. Donc tout n'est pas pertinent à être filmé non plus, et c'est à eux de l'évaluer. Et d'autre part, le fait de distinguer justement selon les cas, soit uniquement la transcription, soit l'enregistrement, la diffusion directe, ça permet par exemple de ne pas enregistrer tout justement en fait. Donc par exemple de produire la transcription en direct dans la salle sans qu'il y ait un enregistrement qui soit stocké sur nos serveurs. Donc d'être le plus fin possible dans les cas d'utilisation. Notre Cassius, une dernière question peut-être. Ouais, c'est peut-être une suggestion. Il y a l'empreinte de stockage, mais aussi la consommation de bande passante, qui est une vraie préoccupation. Et ce qui ressort ce qui ressort même complètement de l'enquête qu'on a faite auprès des étudiants, c'est qu'il y a une vraie volonté en termes de fonctionnalité sur l'utilisation de la vidéo, de pouvoir choisir ce que je vois et ce que j'entends. C'est-à-dire qu'en fonction des circonstances, des particularités de la situation de l'étudiant, il va vouloir pouvoir choisir s'il affiche la vidéo ou pas, s'il affiche les sous-titres ou pas, s'il ne met que le son,
par exemple. Il devrait pouvoir choisir exactement entre ces trois modalités, laquelle est active, laquelle est inactive. Je pense qu'en termes de consommation de bande passante, quand il estime que le contenu visuel qui est apporté en illustration n'apporte rien par rapport au texte, ou qu'il le consulte dans une situation où il ne regarde même pas son téléphone, puisqu'on parle d'étudiants dans leur ensemble, ils vont consommer la bande passante d'une vidéo alors qu'ils vont se contenter de l'écouter, simplement. Pareil, la situation d'un enseignant qui est face caméra, qui n'apporte pas forcément de messages supplémentaires par rapport à la voix, on va désactiver l'enseignant. Donc je pense que c'est aussi des fonctionnalités qui vont dans la personnalisation de l'expérience d'apprentissage de l'étudiant et avec un volet éco sur la consommation de la bande passante. Voilà. C'était d'ailleurs un des retours qu'on avait dans notre discussion avec Atypi Friendly. C'est que selon certains handicaps, on a besoin de voir le prof pour pouvoir bien suivre. Et avec d'autres handicaps, il ne faut surtout pas le voir. Donc il faut que le lecteur vidéo puisse proposer le choix. Et c'est les choses sur lesquelles on travaille dans le cadre de notre discussion sur le projet Include. Oui, donc une des autres actions qu'on a menées, que vous avez pu voir dans la vidéo, c'est en effet le fait de rajouter la vidéo au système de podcast déjà actuellement dans nos amphis. Mais voilà, on voit que des fois ça peut convenir, des fois ça peut ne pas convenir à d'autres profils. Le but, c'est de proposer et ensuite de faire en sorte d'accompagner les enseignants et les étudiants, de bien les sensibiliser au fait qu'il existe tout ça. Et qu'après, que ce soit inclusif, c'est-à-dire qu'on n'ait plus besoin de demander au fait j'ai qui dans ma salle, voilà. Donc c'était vraiment toutes ces discussions aussi très riches qui nous ont permis d'arriver à toutes ces actions. Je crois que pour... Oui. Jean, on va remercier donc les intervenants. C'est beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc maintenant, on va appeler donc pour le deuxième focus. Donc c'est concernant la Catchbox. Donc Emmanuelle Berthelot, donc qui est enseignante de marketing et de communication à l'IAE de Lyon, de l'université Jean Moulin. Lyon 3. Manuel Amenero Alvarez, donc, qui est producteur de ressources multimédia au pôle d'accompagnement pédagogique, à la pédagogie numérique, pardon, et Alexandra Codina, donc responsable adjointe du PAPN. Merci. Eh bien, on passe donc à cette... Ah, pardon, excuse-moi. Problème de table. Voilà. Un plus gros ordinateur que moi, c'est pas normal ça. Donc on va démarrer sur la Catchbox. En effet, on a pu en faire l'usage. Donc petite intervention préliminaire sur la Catchbox. Donc vous avez vu qu'en termes de... Tout à l'heure, je vous ai dit, on va vous présenter des outils liés à l'inclusion. Et je vous ai dit, parfois, ils sont pas toujours accessibles. Et le but, c'est qu'ils soient accessibles. Et vous avez vu que par moment... En effet, la Catchbox peut se retrouver dans les mains de quelqu'un qui a des difficultés à lancer, etc., le micro. Donc, il y a tout cet accompagnement, mais ça, on va le voir avec Emmanuel, justement, d'accompagner l'enseignant pour bien qu'il sensibilise les étudiants et aussi, nous, en tant qu'ingé pédago, on doit vous sensibiliser sur comment l'utiliser correctement parce qu'on s'aperçoit que lors des tests, il y a eu parfois des difficultés et ça, c'est un gros point d'honneur aujourd'hui qu'on veut donner quand on le lancera massivement parce qu'on compte bien le lancer massivement. Donc, voilà. Alors, on démarre sur quoi? Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez pu le voir, hein, c'est un micro portable sans fil qui est tout léger, qui est en mousse, donc ça ne fait pas mal, et donc qui est connecté au système audio de nos amphis et qui circule donc assez facilement dans les mains des étudiants. Alors, on n'est pas obligé de se le lancer, hein, on peut aussi se le passer pour pas que ce soit trop embêtant pour des étudiants qui pourraient aussi avoir des difficultés pour le rattraper, parce qu'il faut aussi penser à eux. Pour qui? On a vu que c'était pour tout le monde, hein, c'était l'objectif, c'est encore un outil inclusif. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est pourquoi? Eh bien parce que quand on veut rendre un environnement éducatif plus inclusif, il faut aussi penser à une approche pédagogique plus inclusive. Et c'est vrai qu'en se basant un peu sur la CUA, la conception universelle des apprentissages, on s'aperçoit que ce qui marche très très bien, c'est de pouvoir donner la possibilité aux étudiants d'être actifs
Et il se trouve qu'en amphi, en France, on n'est pas actif. Les étudiants restent passivement face à leurs enseignants pendant plusieurs heures, et même voire toute la journée quand il y a plusieurs CM. Et comme nous dit aussi Steve Masson, qui est professeur de recherche en neuroéducation à l'Université du Québec, eh bien, c'est l'un des principes neuroéducatifs les plus, on va dire, intéressants dans les apprentissages, c'est entre autres de pouvoir avoir des rétroactions un peu immédiates pour pouvoir venir rectifier ou venir consolider les réseaux de neurones. Donc, quand il s'agit de rétroaction, donc quand l'enseignant donne une réponse à son étudiant qui a répondu donc à la précédente question, qu'il puisse lui donner un retour. Quand c'est des rétroactions positives, là, on vient déclencher le mécanisme de la récompense. Donc, on est plutôt dans du renforcement de la connexion neuronale, des connexions neuronales. Et lorsqu'on est sur une rétroaction plutôt négative, là, on est vraiment sur les mécanismes de correction d'erreurs, mais qui sont tout aussi intéressantes au final pour faire évoluer le processus d'apprentissage. Donc, les deux types de rétroaction sont très, très intéressantes. Ah, j'avais pas mis le pourquoi. Donc, j'ai raconté tout ça sans le pourquoi. Bon, voilà, c'est là. Quand et où? Eh bien, là, on va laisser la parole à Manuel. Oui. Quand et où? Alors, effectivement, on a passé par deux étapes dans l'implantation de la Catchbox à l'université. Donc, une première étape d'expérimentation qui s'achève plus ou moins maintenant, on peut dire. Donc, ça a duré toute l'année scolaire, de septembre à maintenant. Pendant cette époque, on a une Catchbox qu'on a mis à disposition des enseignants. C'est-à-dire que c'était à sa demande, à leur demande, qu'on la mettait en place. Donc, soit ils la prenaient, ils l'installaient eux-mêmes, soit ils nous demandaient de l'aide. Ça dépendait de comment ils se sentaient à l'aise avec la technologie. Ça a très bien marché. Oui. Donc, il y avait deux enseignantes, dont Emmanuelle Berthelot, qui est à côté de nous, qui nous fait le plaisir de faire un retour d'usage. Et ça représentait à peu près 250 étudiants. Voilà. Oui. Et par contre, on s'est rendu compte très rapidement qu'en pensant à la deuxième étape donc, de massification, on ne pouvait pas continuer à fonctionner avec ce mode de fonctionnement des prêts en main ou même d'installation in situ, parce que c'est trop chronophage, il faut prendre soin du matériel, il faut charger la batterie, il faut, quand on les prête, être certain que tout est là, que la batterie ne s'est pas déchargée, chose qui peut arriver. Et du coup, on s'est dit, bon, si on veut vraiment massifier, il faut qu'on fasse autrement. En termes de mise à disposition. En termes de mise à disposition, surtout. Et c'est là qu'avec Alexandra, on a pensé comment faire. La solution retenue, c'est donc d'installer dans chaque amphi un petit boîtier, un casier plutôt. Ouais, un petit casier, oui. Oui, tout à fait. Un casier qui serait accessible via les badges professionnels. Comme ça, l'enseignant, il arrive, il badge, il récupère le matériel qui en plus serait déjà chargé parce que la Catchbox peut se recharger même sans... C'est sur une petite plaque induction, donc elle se pose. Donc l'enseignant n'a pas à se préoccuper de venir le récupérer en amont. S'il a envie de l'utiliser à l'instant T, au moins il peut le faire. Et donc ça, c'était important pour nous. Oui. Donc, on va commencer maintenant. On a déjà commencé, on peut dire, oui, je crois. Oui, on a eu des échanges avec la direction de l'immobilier et de la logistique, donc pour pouvoir savoir un peu comment on allait mettre en place cette Catchbox au sein des amphis. Et en effet, on s'est rapproché du menuisier, de l'électricien pour ce qui est du système à badge. Et là, dans 2 semaines, on va donc tester le premier box pour voir un peu comment ça marche, si tout fonctionne bien. Et dès la rentrée, il y aura déjà 2 amphithéâtres qui seront équipés. Les enseignants n'auront pas besoin de venir nous voir. Ce sera déjà en place dans les amphis. Et la 3e étape, ça sera donc le déploiement massif. Et là, c'est qu'à partir de septembre,
et ça se déploiera jusqu'au mois de juin, parce qu'on a 15 amphis à la manufacture des tabacs et on en a une dizaine sur les sites des quais, mais évidemment que ça se fait progressivement. La catchbox a un coût déjà, premièrement, et puis on souhaite y aller quand même progressivement en termes d'usage aussi. On s'est rendu compte lors des expérimentations qu'il y a vraiment une grosse nécessité du côté des ingénieurs pédagogiques de bien accompagner l'enseignant pour comment l'utiliser, mais aussi en termes, comme on l'a vu, de sécurité, de faire attention à ce que ça ne gêne personne. Voilà, donc il y a quand même toute cette réflexion. On a réfléchi déjà à des dispositifs, des petites vidéos, des choses, voilà. Donc voilà pour ce qui est des phases. Très rapidement, on voulait aussi vous faire un retour sur l'état d'esprit qu'avaient les étudiants. Donc on a en fait, avant l'expérimentation, on leur a posé la question, qu'est-ce qu'ils pensaient en fait de l'outil. C'était assez mitigé, on va pas vous mentir. 50% étaient non, moi cet outil, j'en ai pas très envie. Donc on retrouve les intimidés et les perplexes. Donc vous voyez, on est à peu près à 50%. Et puis, de l'autre côté, on avait plutôt le côté amusé, curieux, convaincu et enthousiaste. Ça, c'est plutôt positif. Donc, bon, pour être honnête, on s'est dit, moi, j'étais persuadée qu'on allait avoir des résultats plus négatifs encore que ça, parce qu'au final, les étudiants en CM ne sont pas habitués à ce qu'on leur demande d'être actifs. Donc, je pensais vraiment pas qu'on ait autant quand même de réponses positives. Et puis, après l'expérience, l'état d'esprit était pour le coup plutôt positif. Alors, quand le bonhomme est à la bouche vraiment horizontale, c'est qu'on est vraiment à 50%. Et les petits bonhommes, donc orange et rouge, là, c'était pas top. Par contre, les bonhommes verts, on est vraiment sur du positif. Donc, pour eux, oui, ça a augmenté l'engagement dans leur cours à 50%. Ça a mieux suscité leur attention tout au long du cours, ce qui est un gros problème chez nos étudiants aujourd'hui, c'est le maintien de l'attention. Ça a également favorisé l'interaction et donc la rétroaction aussi avec l'enseignant. Donc ça a été un gros point fort, mais Emmanuel pourra vous en témoigner. Et dans les côtés positifs, c'est aussi stimuler l'interaction entre les élèves. Ils ont redécouvert ça en CM, de pouvoir échanger entre eux, ce qui était pour le coup un chouette résultat. Et ce qui était moins c'était pour eux, il y a quand même des étudiants qui n'osent pas prendre la parole dans une grosse proportion. Et là, pour le coup, c'était révélateur. Et qui se sentaient pas forcément plus actifs dans leurs apprentissages. Mais j'ai presque envie de dire que pour moi, ces réponses sont des facteurs qui sont venus les influencer. C'est parce que le produit est innovant. Et donc, comme je viens de vous le dire, c'est un dispositif qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. L'enseignement supérieur, on leur demande plutôt d'être à l'écoute. Il y a peu d'échanges en CM. Je parle évidemment qu'après, pour ce qui est des TD, on est sur une autre modalité, mais en CM, c'est clairement pas quelque chose dont ils ont l'habitude. Et il y a le côté de est-ce que c'est utile ? Mais j'ai presque envie de dire qu'ils n'arrivent pas à répondre à cette question. Mais après, c'est en discutant entre nous, c'est de se dire qu'au final, ils n'ont pas connaissance de leur cerveau. Ils ne savent pas comment fonctionne leur cerveau. Ils ne savent pas comment fonctionne le mécanisme de la mémoire, le mécanisme de l'attention. Au final, ils ne sont absolument pas sensibilisés à ce qui pourrait leur faire du bien dans les apprentissages. Et je pense que c'est un des facteurs aussi qui peut nous amener à ce genre de réponse. Voilà, maintenant on va laisser la parole à Emmanuelle Berthelot qui va se présenter, une enseignante qui a donc utilisé la Catchbox et qui va répondre à la première question de est-ce que la Catchbox a répondu à vos attentes ? Alors effectivement, voilà, j'exerce depuis 14 ans à l'IAE et je me charge dans une matière... plusieurs matières, notamment marketing, communication, de bon nombre de cours en amphi avec des effectifs étendus en licence générale. Donc c'est dans ce cadre-là, effectivement, que j'ai eu à utiliser la Catchbox que j'ai trouvée extrêmement intéressante et surtout stimulante. Donc, vous l'avez compris, oui, elle a totalement répondu à mes attentes. Ça, c'est certain. Côté enseignant, c'est en fait facteur de plaisir en réalité. Ça permet d'installer une forme de rupture dans... finalement le continuum des CM et je le trouve presque maintenant nécessaire.
Voilà. Voilà, donc effectivement, l'utilisation de la Catchbox a été très intéressante, notamment pour susciter beaucoup plus de participation. Ça, vous vous en doutez, c'est vrai que intuitivement, on le sent bien. Il y a une participation qui est boostée, hein. Mais attention, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'est pas si on l'utilise de façon isolée, très ponctuelle, unique, on va avoir effectivement beaucoup plus d'effets, un petit peu un effet d'apprentissage, une nécessité d'effet d'apprentissage un peu longuet et qui peut être ressenti comme frustrant. Ou en effet, dans ce cas-là, l'étudiant a peut-être le sentiment que c'est un petit peu une modalité d'animation plus que véritablement un facteur d'apprentissage. Oui. D'apprentissage, tout à fait. Or, quand on l'utilise plusieurs fois, on s'aperçoit de l'impact, effectivement, sur l'apprentissage, puisque, et là, ils n'en ont pas, en effet, tout à fait conscience eux-mêmes, parce que ils ne sont pas invités, c'est normal, hein, tout à fait. Ce ne sont pas des spécialistes des sciences cognitives, on ne peut pas leur demander d'aller jusque-là, donc... En effet, ils peuvent se dire sur l'instant, oui, c'était sympa, mais voilà. Alors qu'en réalité, on le voit bien, ça va renforcer non seulement la participation, mais surtout l'engagement de l'étudiant. Ça va finalement efficacement combattre le flottement de l'attention. Flottement attentionnel, ça va également contrecarrer les diversions auxquelles ils sont soumis, puisque effectivement ils ont plusieurs espaces sur leur ordinateur, hein. En effet, on peut avoir à la fois une messagerie ouverte, on peut avoir même plusieurs, hein, des réseaux sociaux ouverts en même temps que l'espace de prise de notes du cours, on peut avoir des vidéos, des choses comme ça. Donc là, effectivement, la Catchbox vient complètement s'intercaler finalement entre l'étudiant et son propre écran, comme venir finalement s'installer là comme ça entre l'écran et l'étudiant pour le renforcer, hein, effectivement, presque de manière parfois légèrement intrusive, mais en même temps avec une composante ludique qui, à mon sens, est tout à fait intéressante. Voilà, donc ça éveille l'intérêt, ça renforce l'attention, mais aussi l'engagement dans le cours, c'est-à-dire ils sont amenés finalement naturellement à se poser des questions de manière plus personnelle. Voilà, et ça les amène en définitive à se dire, bah, tiens, voilà, qu'est-ce que je vais répondre à ça ? Comment je vais chercher au fond de moi des éléments de réponse ? Et du coup, ça les force, entre guillemets, mais gentiment, hein, à aller chercher plus au fond et puis à s'interroger de manière plus dense. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, ça va multiplier l'énergie, hein, l'économie psychique, en fait, au sens des psychologues, là, ici, est vraiment complètement, si vous voulez, augmentée, en quelque sorte. Il y aura plus d'énergie, hein, apportée par l'étudiant interrogé, mais aussi par ses voisins. Les voisins, d'un seul coup, un effet un petit peu émotionnel, en quelque sorte, qui va intervenir. Donc, c'est ce que tu avais noté, hein, ça donne de la vie. Ça met un peu de vie dans les amphis, en tout cas. Voilà, ça met de la vie dans les amphis. Hein. La Catchbox, c'est clair. Ouais. Une autre question, c'est est-ce que la Catchbox a favorisé, d'après toi, une meilleure compréhension du cours ? Alors, là, il a fallu un peu de recul pour pouvoir conclure, en effet, à ce résultat. J'étais pas forcément acquise à cette cause. Autant, effectivement, en utilisant la première fois la Catchbox, je pensais bien qu'elle allait instaurer une participation et une interaction déjà entre les étudiants. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec cette Catchbox, c'est que les étudiants sont invités à se la passer les uns aux autres. Et effectivement, quelle que soit la nature, je dirais la personnalité de l'étudiant, mais aussi je dirais les capacités physiologiques de l'étudiant. Je pense en particulier aux étudiants qui sont sujets au 10, par exemple, vont, à mon avis, bien investir cet outil, puisqu'ils ont besoin, en quelque sorte, d'être reconcentrés assez régulièrement. Et de même, pour les étudiants qui peuvent avoir un handicap physique, eh bien, la Catchbox
peut être tout à fait intéressante parce qu'elle est, par exemple, un bras qui peut être empêché, eh bien l'autre peut tout à fait être mobilisé davantage. C'est très facile, c'est très léger. Donc ça, c'est effectivement un point fort, un des points forts de l'utilisation de la Catchbox. Elle est vraiment très universelle. Et puis, d'un point de vue de la personnalité des étudiants, eh bien, j'ai eu la surprise de constater qu'au début, les étudiants un peu timides avaient du mal, en quelque sorte, à accepter. Parce que, vous voyez, ce qui va se passer quand vous allez l'utiliser la première fois, c'est que, bon, on va leur lancer la Catchbox, et puis ils veulent pas, alors ils se mettent sur le côté pour qu'elle tombe à côté d'eux. Vous voyez, ça va être effectivement le réflexe des timides. Et puis, l'effet d'apprentissage va jouer au deuxième cours, voire même à la deuxième micro-séquence d'utilisation de la Catchbox à l'intérieur du même cours magistral. Vous allez avoir, vous voyez, autant la première micro-séquence, qu'en fait, moi, je dégage l'utilisation de la Catchbox par micro-séquence. C'est-à-dire, on va utiliser, par exemple, 10 minutes la Catchbox à un moment, et puis peut-être 45 minutes après, hop, une deuxième micro-séquence d'utilisation de la Catchbox, peut-être, par exemple, 5 minutes, 10 minutes. Vous voyez, ça peut être très court, en fait. Et la première fois, effectivement, les timides sont surpris et peuvent être un tout petit peu déstabilisés, mais finalement, on est à l'ère des réseaux sociaux, où on est habitué, en définitive, aux échanges, aux vidéos, à l'image. Donc, ils font cet apprentissage plus rapidement qu'on ne le pensait au départ. Et finalement, la deuxième micro-séquence amène à constater davantage d'aisance, et on atteint un peu plus les timides, puis la troisième encore un peu plus, la quatrième encore davantage. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer finalement. Au taquet. Une autre question, c'était est-ce que les étudiants, d'après toi, ont mieux réussi leur examen en utilisant la Catchbox? Alors, tout à fait. Et c'est là où on a même été surpris, en fait, des résultats. C'est quelque chose auquel moi, je ne m'attendais vraiment pas. Je pensais simplement... J'avais un objectif premier avec la Catchbox, c'est dynamiser le cours globalement. C'était vraiment la finalité première. Et... je comptais dessus essentiellement là-dessus. Et en définitive, là où on a été très surpris, c'est que dans les résultats d'examen, finalement, la moyenne obtenue par les étudiants à l'épreuve a été boostée de quasiment 2 points. Ce qui est quand même étonnant comme résultat. Et on a fait un petit peu un sondage, en quelque sorte, en sortie d'épreuve. Et on a regardé... je dirais, les réponses apportées en TD, puisque l'évaluation a eu en TD, les réponses apportées je dirais, à l'issue de cette évaluation, on a constaté que les microséquences, les thématiques sur lesquelles les microséquences à la Catchbox avaient lieu, avaient été beaucoup mieux réussies par les étudiants. Et encore davantage par ceux qui étaient présents, en fait, dans l'amphi au moment où la Catchbox a été mobilisée. Donc là, je trouve qu'on aura, à mon avis, si on massifie davantage l'outil, eh bien, on aura effectivement davantage encore d'appropriation, de familiarisation du public avec l'outil et du coup d'efficacité pédagogique en termes d'appropriation du contenu du cours et surtout, comme la Catchbox amène à de l'action au moment du cours, ou même simplement une observation plus intense, plus d'énergie, et bien du coup, on retient mieux parce qu'il y a eu du vécu, il y a eu de l'expérientiel, et on le sait maintenant avec les sciences cognitives, rien de tel que l'expérientiel pour évidemment renforcer l'acquisition en fait, et l'appropriation, et ensuite l'application. Tu as très très bien résumé en quoi consistait la Catchbox. Alors une petite question pour Manuel, maintenant techniquement, puisque Manuel m'a évidemment accompagné tout le long pour la partie technique. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu du coup comment ça marche et comment ça s'installe? Bien sûr. Bon, techniquement, heureusement, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est un outil assez simple. En fait, il s'agit ni plus ni moins que d'un micro HF, c'est-à-dire un microphone sans fil. Donc, on va retrouver les éléments classiques, donc un émetteur, le micro, et un récepteur qui va on l'a déjà dit,
qui va se brancher, se connecter au système de sonorisation de l'amphithéâtre. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de secret. C'est pas tout à fait du matériel professionnel, il n'est pas rackable, mais c'est un petit récepteur qu'on peut placer n'importe où dans les locales techniques. La particularité plus importante, on la voit, c'est clairement la mousse, les cubes en mousse qui protègent les micros physiquement. Ça, on l'a déjà vu. Il y a aussi une deuxième protection pas moins importante. En fait, il y a un détecteur de mouvement à l'intérieur. Donc, les moindres mouvements, pas les moindres mouvements, mais dès qu'il détecte un mouvement un peu violent, carrément un choc, il va couper l'émission, chose qui va protéger déjà nos oreilles et surtout les systèmes de sonorisation, parce que quand il y a un bruit important, il peut abîmer carrément les systèmes de sonorisation. Concernant aussi les ondes, il y a des petits réglages à faire. Oui, ça, alors, concernant la liaison entre l'émetteur et le récepteur, il s'agit, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait un système professionnel, ce n'est pas non plus grand public, c'est entre les deux. Donc, il y a une attribution automatique des fréquences grâce à un algorithme. Donc, ça ne plaît pas forcément aux ingénieurs pédagogues, ingénieurs de son, parce qu'on perd un peu la main sur un aspect technique important, mais on l'a quand même testé avec pas mal de matériel à chef autour, avec des autres catchbox autour. Et ça marche franchement bien. On n'a jamais eu un souci d'interférence des fréquences. Il faut dire quand même que pour son installation, même si elle est simple, il faut toujours avoir sous la main un technicien ou quelqu'un, un expert en sonorisation, parce qu'il faut quand même paramétrer, plus que l'outil en lui-même, l'installation sur laquelle on va le brancher. Et pour terminer, donc vraiment quelques conseils dans la pratique. Donc on en a déjà fait un petit peu le tour, d'un point de vue déjà la sensibilisation auprès des enseignants, des étudiants. Et Emmanuel, tu avais d'autres choses peut-être à rajouter? Oui, alors l'idéal, ça serait de varier en fait les modalités d'utilisation de la catchbox. En fait, je pense qu'il faut les habituer à l'utilisation de l'outil si on décide de l'intégrer dans la modalité pédagogique, et à la fois les surprendre un petit peu pour ne pas toujours renouveler un peu le même type d'exercice, en définitive, d'un CM avec Catchbox à un autre CM avec Catchbox. Moi, au départ, j'ai un petit peu utilisé la même modalité, mais il apparaît évident qu'en effet, on peut passer, par exemple, d'un enseignement un peu traditionnel avec Catchbox, donc il devient plus participatif, à peut-être une autre fois, par exemple, ça peut être de la pédagogie inversée, où on exporte, en effet, le contenu du cours à l'extérieur, en fait, de l'espace du cours, pour, pourquoi pas, utiliser la Catchbox au moment de l'application du cours qui a été au préalable exporté, ce genre de choses, par exemple. Donc, voilà, à mon sens, il faut essayer de varier. Et précaution d'utilisation, c'est bien, en effet, au départ, lors de la première utilisation de la Catchbox, ne pas tout de suite, arriver de but en blanc, comme ça, sans introduction, sans préalable, en effet, auprès du public. Il faut non pas les initier, parce que c'est la génération de la rapidité, de l'instantanéité, bien sûr, mais en effet, quand même, prendre quelques secondes pour introduire l'outil, pour leur expliquer à quoi ça sert, et surtout qu'il n'y a pas du tout d'inconvénients, par exemple pour les ordinateurs, parce que certains ils n'étaient pas très nombreux à être craintifs, mais on en avait quand même quelques-uns, une petite poignée d'étudiants dans l'amphi, qui pouvaient être un peu craintifs que la box tombe un peu sur leur ordinateur. Or, à l'expérience, on s'aperçoit que par rapport à un micro traditionnel comme celui-ci, la Catchbox est extrêmement plus légère, en fait. C'est tout léger, c'est un petit nuage là, qu'on a dans les mains. Et voilà, et on le lance. En fait, il faut essayer de le transformer en outil ludique, mais pas non plus pour que ce soit que de la rigolade. Et c'est là où, en effet, il faut quand même parvenir à gérer la masse d'étudiants en fin de compte. Et puis on peut aussi l'utiliser, s'autoriser à l'utiliser bien évidemment avec des effectifs plus légers. On
peut avoir par exemple une cinquantaine d'étudiants seulement dans un amphi. C'est très très bien avec la catchbox, en effet, où on peut faire passer la parole grâce à la box. Donc voilà, il faut prendre le temps de l'expliquer, prendre le temps surtout de désactiver les craintes par rapport voilà, au fait qu'il peut tomber n'importe où et qu'on n'a pas peur qu'il tombe par terre. Comme le disait Manuel tout à l'heure, en effet, la catchbox ne craint pas de tomber par terre puisque c'est dédié presque à cela. Voilà. Et puis, il faut qu'au bout d'un moment, les rires puissent céder la place à une véritable réflexion. Alors moi, j'utilise beaucoup la chaîne associative des idées, en fait, bon, qui est une vieille idée, vraiment très, très ancienne, puisque Freud déjà l'utilisait, Rogers aussi. Donc, voilà. Mais alors, créer une sorte de chaîne associative d'idées comme ça entre étudiants peut être hyper stimulant. Et là, il y a vraiment des belles séquences pédagogiques à inventer, à mon sens, avec l'outil. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, Manuel. Il y a peut-être des questions. Oui, des questions. Oui, on va passer aux questions, bien sûr. N'hésitez pas. Sur la catchbox. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs, la catchbox, pour poser des questions. Elle est là. Ah. Tu la veux? Non, non, non. Mais si quelqu'un a une question, allez-y. Que ce soit technique, que ce soit d'usage, que ce soit... Après, on peut en rediscuter plus tard. Non, personne? Eh bien, on passe au... Si, moi j'ai une question. Okay. Ça coûte combien? Comment? Ça coûte combien? Ah, le prix. Vous avez dit cher, mais... Oui, alors il y a différentes gammes. Donc il faut savoir qu'il y a la gamme avec le petit récepteur de l'enseignant. Au début, nous, on avait acheté le très haut de gamme. Donc on avait le récepteur de l'enseignant, on avait la catchbox, le récepteur donc à mettre dans le local technique, la petite induction. Tout ça, je crois que c'est 2800 € TTC. Et sinon, vous avez une version plus légère, et là, c'est ce qu'on va faire donc, pour le déployer, qui est à 1800 €. Et là, vous avez que la catchbox avec la petite induction et le récepteur. Mais par contre, nous, pourquoi on a pris cette option d'enlever le récepteur, le récepteur enseignant? Le micro-enseignant. Parce que, le micro-enseignant, parce qu'au final, soit l'enseignant prend la catchbox pour lui-même aussi parler dedans, mais on est aussi en train d'équiper nos amphis d'un système de micro-serre-tête que l'enseignant met autour du cou pour qu'il puisse circuler dans l'amphi et non plus rester à la chaire. Qu'en fait, on évolue aussi sur d'autres systèmes et on essaye de les coupler tous ensemble, de ne pas faire du cas par cas, mais de faire en sorte que tous les systèmes fonctionnent ensemble. Alors le coût s'explique aussi, sauf erreur de ma part, c'est parce que ça vient des États-Unis. Ça vient des États-Unis et on est obligé. Après des États-Unis, après et on France, passe par un revendeur. Donc le distributeur, on est obligé de passer par un seul distributeur. Alors, on a bien essayé de convaincre notre agent comptable d'acheter en dollars directement aux États-Unis, mais bon, on a vu que c'était un échec. Oui, complètement. J'ajoute juste une petite chose. Il faut dire que les micro-enseignants qu'ils vendent, c'est une sorte de cravate, c'est pas une micro-cravate, mais on les met autour du cou. Il n'est pas vraiment adapté à l'usage en amphi, parce qu'il n'est pas adapté pour la captation et aussi la diffusion. Donc c'est un frais que finalement on s'est et puis sans souci. Nous on essaye, c'est vrai que je ne vous cache pas que le pôle d'accompagnement à la pédagogie numérique, il faut s'adapter aux étudiants, il faut s'adapter aux enseignants, il faut s'adapter au système aussi qui est existant. C'est vrai que pour nous, c'est des étapes qui sont très longues, de sourcer, quel outil est le mieux aussi d'un point de vue financier. On parle d'argent public. Nous, notre but, c'est pas d'en faire n'importe quoi. Donc, c'est de toujours chercher l'économie, mais pour faire en sorte que ça corresponde à un maximum de besoins. Voilà. Pas toujours facile. Ouais. Et donc, on va passer au troisième. Voilà. Merci Emmanuel. Merci Manuel. Merci beaucoup. Donc pour le troisième thème, donc le GPS Indoor Evulity, nous appelons Sylvain Denoncin, qui est directeur général du groupe Okinea. Bonjour Sylvain. Alors,
Alors, vous avez vu, on réduit. Au début, on était 4, même 5. Maintenant, après, on était à 3. Maintenant, on n'est plus que 2. Bon, ben voilà, on va faire ça en petit comité. Voilà, exactement. Donc, cette fois-ci, on va vous parler du GPS Indoor, donc le GPS Evelity, qui est développé par Okinea Digital. Okinea existe aussi sous d'autres casquettes, mais moi, je dis ça, mais j'ai l'impression maintenant de faire partie de l'équipe tellement... On a travaillé ensemble sur le GPS Indoor. Mais très rapidement, je vais déjà vous expliquer en quoi ça consiste. Et puis ensuite, pour qui c'est destiné. Remarque en quoi ça consiste, j'ai envie de te dire, c'est peut-être à toi de le présenter. Tu en parleras mieux que moi. Allez, soyons fous. Bonjour à tout le monde. Donc Sylvain d'Okinea, qui est une société lyonnaise qui a 30 ans et qui a démarré par faire parler les feux piétons pour les personnes déficientes visuelles. Donc quand vous entendez un petit rouge piéton, rue de la République, ça vient de chez nous en général. Et puis je suis heureux d'être là puisque j'ai fini mes études dans ces murs. Donc ravi d'avoir bouclé la boucle, comme d'autres ont pu le dire. Et donc ça fait 30 ans qu'on développe des solutions pour favoriser la mobilité, l'autonomie et l'inclusion en général. Alors Evelity, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est une application smartphone qui permet de se déplacer dans les bâtiments. Donc là où le GPS ne passe pas, j'y reviendrai. L'idée, c'est de vous laisser guider par votre téléphone portable pour atteindre une destination, et en l'occurrence dans une université assez vaste. Complexe. D'un point de vue des bâtiments. Oui, d'un point de vue architectural. Et c'est souvent le cas pour les universités. C'est vrai que les bâtiments sont complexes. Et souvent vastes. Alors pour qui ? Je reprends la main rapidement. Donc quand on parle d'outils ou d'environnement inclusif, c'est vrai qu'on réfléchit d'abord à une cible qui a des besoins particuliers. Donc au tout début, on est sur des usagers malvoyants, non-voyants, malentendants, sourds, en fauteuil. Puis au final, on s'aperçoit qu'en dézoomant un petit peu, non, c'est un outil qui est totalement inclusif parce qu'il va aussi répondre à des besoins plus temporaires, comme les étudiants qui viennent d'arriver à l'université, les licences, les premières années de licence, mais aussi les vacataires, les enseignants qui ont récemment été embauchés à l'université, et aussi, un étudiant étranger, un visiteur. Enfin, on voit qu'en fait, ça répond à énormément de besoins, donc ça répondait parfaitement à cette exigence d'inclusivité. Alors, quand et où ? Très rapidement. Donc, comme pour les autres outils, le but, c'était de faire ça par étapes. C'est vrai que j'ai tendance, moi, dans la gestion de projet, j'aime pas mener, de tout déployer d'un seul coup. Il faut y aller quand même par étapes. Donc, la première étape, ça a été quand même, pas des moindres, mais la manufacture des tabacs, qui est un énorme bâtiment avec beaucoup de niveaux, des entresols, des ailes différentes, un troisième étage qui est compliqué dans sa circulation parce que les numéros ne vont pas dans le même sens, ne suivent pas le même sens. Donc voilà, ça a été un peu particulier. Donc c'est une étape qui a duré 6 mois. Et janvier, février, mars, ça a été essentiellement le montage du marché public, le lancement de l'appel d'offres, etc. Ensuite, mais ça, je vous l'expliquerai après. Je ne sais pas pourquoi je vous en parle maintenant, parce que j'ai une slide où je l'explique. Et donc ça, c'était de janvier à juin 2023. Donc, vous voyez, on a eu 1 an d'expérience sur la manufacture des tabacs. Et là, je travaille avec Okinea sur les sites des quais. On va dire 80% des sites des quais. Le restant sera fait en 2025, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de sites sur les quais. On est sur la même période. Et donc, voilà. Quelques chiffres. J'ai divisé en 2, c'est-à-dire que 12 000 m², c'est la manufacture des tabacs. Donc, on a couvert 12 000 m² sur la Manu et 6 660 m² sur les sites des quais, tout confondu. Donc, ça représente 7 km de chemin tracé par l'application. Donc, 7 km où vous pouvez être guidé. Donc, c'est quand même pas rien. En termes de points d'intérêt, les points d'intérêt, c'est les lieux vers lesquels nous pouvons aller. Donc, à la manufacture des tabacs, on en a à peu près 300. Donc, c'est un peu ce que je disais dans la vidéo. Ça peut être l'entrée d'une faculté, fac de droit, fac de philo, etc. Ça peut être aussi le pôle handicap. Ça peut être une machine à café.
ça peut être l'amphi. Enfin, en fait, on a essayé de balayer un peu tous les lieux qui peuvent être demandés par une personne qui rentre dans le bâtiment. Et on en a à peu près 220 sur les sites des quais. En termes de bornes, donc les bornes, c'est vraiment tout petit, hein, c'est à peu près ça, épais comme ça s'aimante donc sur un système très bien fait d'ailleurs, hein, qui est scotché au plafond, et la borne Bluetooth vient donc se coller. Donc Okinea m'a même fourni une perche de, je sais pas, au moins 4 mètres, parce que dans le bâtiment, c'est vrai qu'on a des hauteurs sous plafond qui sont assez conséquentes, pour pouvoir remettre des balises éventuellement. Alors vous allez me dire, ah bon, mais pourquoi elles tombent ? Eh bien oui, il y en a une qui est tombée, il y en a même 2, pour une simple bonne raison. Non pas qu'une personne est venue la décrocher parce que ça l'amusait, mais parce que on s'est aperçu que la société de nettoyage avait nettoyé avec des grands balais et du coup ça en avait décroché une. C'est vraiment le truc tout bête, mais sinon ça tient très très bien. Voilà, et depuis septembre, donc que sur la manufacture des tabacs, on a eu 1800 téléchargements de l'application et ça représente 6000 guidages de lancer, donc c'est énorme. Donc nous, on est vraiment très 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 heureux de voir que cette action-là, l'usage du financement d'Include nous a permis vraiment de déployer quelque chose de très très fort. Alors ça, c'était le fameux, la gestion de projet, rapidement. 3 mois, je vous ai dit, pour l'appel d'offres, le montage du dossier, la publication de l'offre, le choix du candidat, qui est à mes côtés. Ensuite, en avril, la prévisite des lieux avec l'équipe Okinea. On a validé les plans d'implantation. Et puis en mai, on est venu valider les points d'intérêt. On a intégré dans l'application. Enfin là, c'était un aspect plus technique. Et on a installé les balises pour enfin, en juin, faire des tests massifs. Et là, on va donc faire la même chose sur les sites des quais. Donc là, en juin, on va s'attaquer aux tests massifs. Voilà. Alors, je continue à parler. Désolée, après c'est fini, je te laisse la parole. Alors, pourquoi on a voulu installer ce service ? Parce que quand on parle d'environnement plus inclusif, on parle entre autres d'accessibilité des bâtiments, bien évidemment. Et du coup, l'application a répondu parfaitement à cette exigence. Et ce qui m'a beaucoup plu, en tout cas, lorsque on a donc évalué les besoins, parce qu'on est allé à la rencontre de beaucoup de services, beaucoup d'usagers de l'université, ça nous a fait à peu près 70 entretiens au tout début du projet Include. C'est-à-dire que tout ce qui a été installé, c'est des besoins de terrain, hein. C'est pas nous qui avons inventé ça, hein. On a vraiment eu des retours de ce type-là. Et du coup, ce qui m'a plu, c'est de faire rencontrer un besoin de terrain et aussi l'engagement de l'enseignement supérieur aujourd'hui sur le fait de construire une société plus inclusive et aussi d'amener des solutions pour la réussite de tous nos étudiants. Donc c'était vraiment ça qui m'intéressait, c'est d'avoir pu lier les deux. Ça, c'était plutôt chouette. Sylvain, du coup, je te laisse c'est à moi. Sur... voilà. Est-ce qu'on est condamné à se perdre ? Alors en fait, juste pour prendre un tout petit peu de hauteur par rapport au sujet, c'était une bonne occasion de dézoomer, comme on en parlait tout à l'heure. En fait, est-on condamné à se perdre ? Il y a quelques années, alors pareil, certains plus anciens connaîtront la carte Michelin. Quand on partait dans une destination inconnue, on avait une certaine charge cognitive à devoir trouver l'adresse précise du bled où on allait rejoindre des amis, pourquoi pas. Et ça demandait de la préparation, du temps et de l'énergie. Un petit peu après, on a eu via Michelin, Mappy, où on imprimait notre itinéraire qu'on mettait sur le siège passager, et puis on tournait, et puis on disait, tiens, prochain rond-point, deuxième sortie. Ah merde, j'ai loupé la sortie. On engueulait son compagnon ou sa compagne qui n'avait pas fait le boulot correctement. Je ne reviendrai pas sur les sujets d'engueulade en voiture. Peut-être que ça a considérablement aidé à la pérennité de certains couples. Toujours est-il qu'à partir de 2003, on a TomTom qui arrive avec du GPS embarqué. Et comme toute innovation, vous savez, les innovations, on l'a abordé là, hein, avec des nouveautés. Faut qu'il y ait une appropriation d'usage, ça met un petit peu de temps. C'est Schopenhauer, je crois, qui disait que d'abord, on trouve ça ridicule, ensuite, on en a peur, et puis ensuite, ça devient évident. C'est les 3 étapes de grosses innovations, et vous pouvez regarder un certain nombre de choses, et c'est très large aussi, hein, si vous prenez, comment dire,
le droit de vote des femmes, à une certaine époque, c'était considéré comme ridicule. Ensuite, ça a été considéré comme dangereux, et aujourd'hui, heureusement, c'est une évidence. Mais tout ça pour dire que à partir de 2003, l'usage du GPS embarqué en voiture se développe. Aujourd'hui, c'est 86% à peu près des conducteurs qui utilisent régulièrement un GPS de voiture, même si c'est le trajet quotidien. Ça vous apporte suffisamment de valeur, un, pour pas vous retrouver dans un bouchon, un accident, deux, peut-être éviter certains radars, mais en tout cas, ça vous apporte de la valeur et vous le lancez intuitivement. Il n'y a plus de charge cognitive liée au fait d'atteindre une nouvelle destination. À partir de 2011, il y a Garmin qui développe les premiers GPS piétons sur la base des smartphones qui arrivent. Et c'était notamment le fait de pouvoir cartographier autre chose que des rues pour voitures, puisque jusqu'alors, les GPS se limitaient aux rues pour l'usage véhicule. Et pareil, petit à petit, l'usage se développe. Et probablement que pour la plupart d'entre vous, de temps en temps, quand vous êtes en ville, vous lancez votre Google Maps, vous partez souvent dans la mauvaise direction, puisque le GPS est très mauvais au départ en termes de qualité de signal. Et puis finalement, vous arrivez à bon port. Pareil, charge cognitive limitée. Je m'épargne du temps de préparation. Et puis finalement, aujourd'hui, l'usage du GPS indoor se développe. Il impose aujourd'hui une infrastructure, puisque dehors, vous avez les satellites. À l'intérieur, ça passe pas. Donc, on ne sait pas où vous êtes, donc on ne peut pas trianguler. D'où les petits boîtiers dont parlait Alexandra. J'en ai un si vous voulez voir à quoi ça ressemble. C'est un petit émetteur Bluetooth qui fonctionne sur pile. Ça tient 5 ans. Il y a juste à changer les piles derrière. Et on les utilise comme des satellites. Donc on en place une vingtaine pour 1000 mètres carrés. Et l'algorithme qui est dans le téléphone triangule, calcule les puissances d'émission. Je sais qu'il y a des scientifiques un peu ici. Bref, tout ça pour dire qu'on calcule en temps réel la position du téléphone. On est environ, sur un site comme celui-là, à 1 mètre, 1 mètre 50 de précision médiane. Et on reçoit, nous, dans le téléphone, 20 positions par seconde pour garantir une expérience d'usage pertinente. Ça, c'est aujourd'hui ce qu'on fait. Nous, on est convaincus que cet usage du GPS indoor dans des gros bâtiments type aéroport, métro, des gros bâtiments publics, des universités, va se développer. Et on est un petit peu précurseur de cette démarche. Et je terminerai juste en disant, première chose, c'est que nous, on a travaillé sous l'angle du design inclusif. Donc, on est parti bien des besoins de personnes déficientes visuelles qui nous semblait être le cas d'usage le plus complexe avec le plus fort niveau de besoin pour petit à petit ouvrir l'usage. On n'est pas dans « je veux viser les 75% qui sont au milieu de la courbe de Gauss et puis on essaiera de voir plus tard si on sait les adresser », ce qui est très peu fait. Et puis la deuxième chose qui nous semblait pertinent, c'est que j'ai eu une discussion avec le patron du BHV Galerie Lafayette qui m'a dit « on a fait une appli de guidage, mais c'est pas très utilisé, mais elle n'est pas inclusive, elle n'est pas accessible, et donc les utilisateurs potentiels ne sont pas ceux qui en ont le plus besoin. » Voilà. Et donc demain, l'enjeu pour nous, c'est de proposer une continuité du guidage extérieur, intérieur. Je répondrai à des questions éventuelles avec plaisir là-dessus. Alors, 4 points qu'on voulait souligner avec Alexandra sur Evelity. Le premier, et ça nous est cher, la question de la vie privée et de la RGPD. Il n'y a pas de compte à créer sur l'application. Donc l'application par défaut est gratuite pour les utilisateurs. Ils peuvent télécharger ça sur iOS, Android. Il n'y a pas de compte. Donc nous ne stockons pas de données personnelles. On a eu des audits sur ces thèmes-là, c'est important. Et donc là-dessus, on est bon, donc c'est un point important. Et on ne demande pas, est-ce que vous êtes aveugle? Est-ce que vous êtes en fauteuil roulant? Non, on dit, est-ce que vous voulez une interface vocale? Est-ce que vous voulez prendre que les ascenseurs? Parce que je peux être avec mes bagages ou une poussette et ne vouloir prendre que les ascenseurs. Ça n'a pas de sens de partir de typologie de personnes, mais plutôt de besoins. Le deuxième point, alors ça c'était dès le départ dans notre vision de la solution, on a commencé à bosser dessus en R&D chez nous en 2013. Il a fallu beaucoup de temps pour équilibrer les questions d'usage, de techno, etc. L'idée c'était de dire grâce au smartphone et à ce merveilleux téléphone que nous avons tous dans la poche, qui nous prend beaucoup d'énergie et de temps, mais on a tous à peu près le même objet, mais il est singularisé par nos propres besoins, nos propres envies, et le contenu souvent il est adapté. Et donc on s'est dit, tiens, c'est la première fois qu'on va pouvoir finalement personnaliser l'expérience au regard des besoins de son utilisateur dans une app qui est évidemment accessible et qui utilise les fonctions d'accessibilité et Android et iOS. C'est pour ça qu'on fait du code natif et pas du cross-platform, pour ceux qui comprendront. C'est bien qu'on utilise les fonctions propres du téléphone. Et donc l'idée de départ, c'est de dire, c'est au téléphone de s'adapter à vos besoins.
Donc l'interface utilisateur change en fonction de ses préférences et la route qui est proposée est adaptée aussi à ses préférences puisque je peux choisir, comme je le disais, de ne prendre que les ascenseurs et ou les escalators et ou les escaliers en fonction de mes besoins par exemple. Alors, puisque les utilisateurs ne sont pas les clients gestionnaires des sites, on a une attention évidemment forte vis-à-vis des gestionnaires de sites qui déploient Evolity. Donc, on a ce qu'on appelle un back-office en mode SaaS auquel on forme les clients utilisateurs, dans lequel il y a un certain nombre de fonctionnalités. Donc vous avez accès à un certain nombre de statistiques anonymisées, combien il y a eu téléchargement, combien il y a d'utilisateurs, sur quelle période, est-ce qu'il y a les fonctions d'accessibilité qui sont utilisées, quelles sont les destinations les plus privilégiées, etc. Donc ça c'est un module de stats, mais surtout en termes d'exploitation, quand vous avez plusieurs milliers de mètres carrés comme ça, bah, si le bureau du service social devient en fait le bureau de l'association X, bah, en fait en quelques clics vous êtes autonome pour le faire. Il n'y a pas un volume d'heures avec un ticket à payer pour avoir du support, non, ça fait partie de la solution. Donc vous êtes autonome, on vous forme, on peut faire du support si besoin, donc vous pouvez changer les points d'intérêt, vous pouvez changer des itinéraires, et puis parce qu'on bosse beaucoup avec des gros opérateurs et notamment métro, un des besoins c'était, ok, je fais des travaux la première quinzaine de juillet, comment ça se passe? Et donc dès aujourd'hui, dans le back-office, on peut dire telle zone est fermée du 1er juillet minuit au 15 juillet minuit, et automatiquement le côté appli utilisateur évitera ces zones-là. Je précise une chose d'ailleurs, c'est que l'application fonctionne aussi en mode hors ligne. Vous pouvez vous mettre en mode avion, ça fonctionnera quand même. La data est enregistrée dans le téléphone. Et puis, dernier point, c'était sur la maintenance, les fameux beacons. Il y a deux choses, c'est que donc on a trouvé ce compromis pour pouvoir guider efficacement des personnes à l'intérieur aujourd'hui avec ces petites balises Bluetooth. Comme je le disais, c'est très light, ça ne demande pas de tirage de câble, ça s'installe assez rapidement. Nous, on gère tout le déploiement, évidemment, projet derrière. Petite parenthèse, 1 jour et demi pour la Manu. Vous voyez, c'est pas beaucoup, hein. 1 jour et demi. Oui, la partie installation pause physique, c'est hyper light. On fait des sites comme celui-là, effectivement, en 1 jour et demi, 2 jours. Là, on vient de faire le Grand Palais avant JO pour pouvoir accueillir les épreuves d'escrime et taekwondo, si je dis pas de bêtises. C'est pareil, ça nous a pris 1 jour et demi pour faire toute la partie nef. Enfin, on ne guidera pas au milieu de la nef quand même. Mais donc c'est assez rapide. Et donc la maintenance se limite aujourd'hui à changer 2 piles tous les 5 ans. Donc c'est une campagne qu'on peut programmer. Dans le back-office, il y a un système d'alerte. Vous pouvez choisir un email, un destinataire pour dire tiens, attention, dans quelques mois, il faudra faire une petite campagne de changement de piles. Mais comme le disait Alexandra, comme c'est aimanté, avec une perche, vous pouvez les décrocher en quelques secondes, changer les piles, vous remettez, c'est reparti pour 5 ans. Ouais, et juste petite précision, moi le directeur de la direction du numérique, donc mon responsable, m'avait quand même demandé avant le lancement de savoir s'il n'y avait pas des interférences avec les ondes du Wi-Fi. Donc je peux vous donner les réponses, et non. Ce n'est pas sur les mêmes fréquences d'ondes. Les bornes Bluetooth et les bornes Wi-Fi ne sont pas sur les mêmes fréquences, donc il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que c'était un élément important parce qu'on sait que le Wi-Fi à l'université... Enfin, en tout cas, chez nous, on cherche quand même à l'optimiser. Donc, ce n'est pas pour le charger derrière, quoi. Le but, ce n'était pas ça. Et juste là-dessus, on a dû faire des tests aussi pour des hôpitaux où il y a des équipements sensibles pour vérifier qu'il n'y avait pas d'interférence. Donc ça, c'est important. Et puis, dernière chose aussi, c'est une application produit, c'est-à-dire que, comme votre téléphone, il y a des mises à jour régulières qui sont apportées. Et typiquement, il n'y a pas très longtemps, on a rajouté une fonction pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, qu'on appelle les troubles sévères de l'orientation, pour pouvoir les aider. Donc aujourd'hui, c'est des fonctions qu'on a développées avec un professeur de médecine à Rennes, qui travaille avec des patients qui ont des troubles très sévères de l'orientation. Concrètement, tous les matins, cette personne avec laquelle il travaille arrive dans son bâtiment de travail comme si c'était un bâtiment nouveau. Elle n'a aucune mémorisation spatiale. Et donc, c'est autour d'1% de la population qui a ces troubles sévères et des problèmes de latéralisation gauche-droite impossibles à retenir. Donc voilà, on ajoute petit à petit des fonctions dans la solution.
Rien de tel que des retours des usagers. Donc on avait, à l'issue du test massif, on a réussi à capter quelques retours d'étudiants, enseignants, administratifs. Donc voilà, on voulait vous faire on a fait un petit mix. Alors moi j'ai trouvé que c'était une expérience qui était assez innovante. Je trouve que très honnêtement, ça permet à des personnes qui peuvent avoir des handicaps, mais pas forcément, de bénéficier d'une aide. Les nouveaux étudiants qui arrivent en général et les nouveaux personnels sont perdus, donc ça peut être vraiment bénéfique pour les aider à se guider. On peut soit rechercher en tapant le nom du lieu qu'on cherche, soit il y a une liste déjà prédéfinie à aller chercher dedans, donc j'ai trouvé que c'était simple d'utilisation. Par exemple, personnellement, quand j'étais venue il y a peu de temps passer un entretien à la fac, c'est un outil que j'aurais apprécié avoir, en fait, parce que je me suis perdue plusieurs fois, et pourtant je n'ai pas moi-même d'handicap, donc je pense que ça peut être vraiment d'une grande aide pour pas mal de personnes, handicap et non handicap compris. Pour un étudiant en situation de handicap, l'arrivée à l'université, c'est un moment crucial dans son existence. C'est un moment où justement, dans son chemin de vie, il s'agit de gagner en indépendance, en autonomie. Nous, avec le pôle handicap étudiant, par exemple, c'est vraiment un des axes de travail de rendre possible cette prise d'autonomie par et pour l'étudiant. Et il nous a semblé que justement, Evelity permettait cette autonomie-là. Mais c'était très facile à prendre en main. J'ai beaucoup apprécié mon expérience et le guidage est assez fidèle. Alors c'est vraiment pour moi une application qui est juste géniale. Même si ça fait 19 ans que je suis ici, je me perds toujours. Et j'ai réussi à aller dans les salles du 3e où les chiffres sont pas dans l'ordre, où on peut pas monter au 3e étage sans plan. Et là, j'ai réussi à aller dans les 2 salles assez éloignées, exprès dans le test. Et j'ai réussi assez rapidement, sans se perdre. Et vraiment, je suis arrivée devant la salle. Moi, je ne vais plus l'enlever de mon téléphone. On aurait dû l'avoir avant. Les instructions sont assez claires. Et le calibrage est assez... la fonction calibrage, quand on lance la recherche d'itinéraire, est assez pratique. Non, mais parce que, en fait, je travaille au pôle handicap. Donc, la question d'accessibilité, moi, je fais les visites repérages pour nos étudiants. Je vois les difficultés qu'ils peuvent avoir. Et ça va être une aide... ça va vraiment être une aide indispensable, en fait. On va... Dès qu'ils vont venir nous voir, on va leur donner l'application. C'est vraiment un outil pratique et agréable pour pouvoir se déplacer au sein de l'université plus facilement. Voilà, donc on a fini, on a fini ce petit retour d'expérience et puis j'espère que ça vous a plu et que surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, alors la catchbox. Parfait, ouais, presque. Bonjour, je suis Cathy Laubry, Université Lyon 2, directrice vie étudiante et campus. Je fais un petit clin d'œil à Alexandra qui nous avait accueillis justement pour nous présenter en direct live avec Damien Bussereau, avec qui j'étais ce matin en réunion sur ce projet Evelity, voir comment ça s'était implanté au sein de votre université. Donc Lyon 2, nous on est en travail là avec Evelity pour déployer l'application sur notre campus Porte des Alpes, 14 000 m². Bon, il y a une petite difficulté, c'est que on est sur un campus où les bâtiments sont vraiment excentrés, donc de ce que nous a expliqué ce matin Damien, vous êtes en train de déployer une petite application, enfin pas une application, mais en tout cas un petit dispositif complémentaire pour que l'accès des extérieurs entre bâtiments soit plus facilement identifiable et gérable. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour dire aussi aux collègues qui sont dans la salle que la manière dont on travaille en plus
en totale confiance avec l'équipe d'Evelity. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'attentes. Les collègues de la mission handicap qui sont ici avec moi, on a beaucoup d'attentes sur la mise en place de cette application au sein de notre université sur le campus Porte des Alpes. On ambitionne bien sûr de la déployer sur notre campus Berge du Rhône. En tout cas, nos premiers moments d'échange, de travail préparatoire, les échanges un peu moins sympas sur le financement de ce projet, bon, c'est un clin d'œil, se passe vraiment très bien. Donc c'était juste un témoignage pour dire qu'en tout cas, moi, j'étais très enthousiaste sur ce projet et j'espère qu'on pourra le déployer très rapidement au sein de notre université. Et encore merci à Alexandra Lyon 3 de nous avoir fait partager cette expérience en direct, et j'aurais dû mettre l'appli tout à l'heure en revenant pour trouver l'Amphi Malraux. Merci. Merci beaucoup. Faut peut-être faire un petit passage intermédiaire. Bon, allez, d'accord. Hop. Merci, je trouve que c'est effectivement une super... c'est magnifique, franchement. Je me demandais juste, est-ce qu'il y a une version multilingue? Parce qu'effectivement, parmi les étudiants qui peuvent avoir besoin de ça, il y a notamment la dimension personnes qui arrivent dans le pays, ça rend encore plus compliqué la gestion de l'orientation. Alors je crois pas me tromper qu'il y en a 12, mais que toutes ne sont pas encore développées, mais que le but, c'est qu'il y en ait 12, 14. Non, alors, je me permets. Aujourd'hui, il y en a 5, pour être très clair, français, anglais, allemand, néerlandais et grec. Alors, pourquoi le grec ? C'est une bonne question. En l'occurrence, c'est qu'on travaille avec l'Association des aveugles de Grèce et on a déjà déployé 2 sites là-bas. On va équiper une première station de métro à Athènes dans un mois, et donc le grec s'imposait. Aujourd'hui, puisqu'on avance en méthode agile dans notre développement, on développe des features au fur et à mesure. La question des langues a été intégrée jusqu'à présent plutôt manuellement, en vérifiant toute la sémantique, etc. Ce qu'on a dans notre roadmap technique, donc dans le plan de charge, on va dire, de l'équipe de développement, c'est autour du mois d'octobre d'intégrer un moteur d'automatisation de traduction, où là, on aura peut-être 80 langues. Ah ouais, alors j'étais vraiment... Voilà, donc effectivement, cette dimension-là a été très vite spotée sur... Par définition, nous, on fait aussi de la signalétique physique. On vient d'installer toute la signa au Bon Marché à Paris. On a une vraie contrainte d'espace par nature, et donc sur un site où il y a 480 points d'intérêt, c'est compliqué de jouer au petit pousset pour donner le bon niveau d'info et au fur et à mesure avoir une granularité progressive vers la destination finale. Là, l'avantage, c'est qu'on peut tout mettre dedans, et on peut mettre toutes les langues dedans, et on détecte la langue du téléphone. Si votre téléphone est paramétré en grec, vous pourrez vous balader avec du grec dans ce site-là. Donc voilà, en tout cas, c'est un point qui est très important, effectivement. Merci. J'en profite que j'ai le micro juste pour poser une autre question. Est-ce que du coup, vous avez évalué l'efficacité sur certains publics spécifiques? Vous parliez de troubles cognitifs. Moi, je travaille beaucoup avec les enfants dyspraxiques et les adultes dyspraxiques qui présentent des difficultés d'orientation et de navigation. Mais je me demande dans quelle mesure, en fait, ils sont quand même capables, avec ce type de dispositif, de naviguer. Puisque peut-être comme pour le trouble de l'orientation spatiale, il se chevauche d'autres difficultés que simplement la difficulté de s'orienter dans l'espace 3D, mais aussi dans l'espace 2D, et de la coordination entre les deux environnements. Donc du coup, c'est pas évident que ça les aide, mais on peut faire le pari que oui. Mais voilà, je voulais savoir s'il y avait eu des retours de ces populations. Non, moi de mon côté, je n'ai pas eu de retour. On a donc lancé des expériences. Par contre, en effet, on a Magali Lastricani qui est responsable du pôle handicap de l'université Jean Moulin Lyon 3. Et du coup, qui va pouvoir répondre à la question.
Alors, on n'a pas eu le temps. Merci. Je ne jouerai pas au basket avec vous. Hein. On n'a pas eu le temps de faire un retour effectivement vers Alexandra, mais vous avez vu une personne qui a témoigné, qui travaille avec moi, qui s'appelle Flore, qui elle-même a des problématiques par rapport à l'environnement. Et c'est elle qui depuis plusieurs années, accompagne les étudiants dans les repérages, que ce soit sur la Manu, sur les quais, et qui prend beaucoup de temps avec des étudiants qui ont des troubles cognitifs. On refait. Avec Evelity, elle l'a fait 1 ou 2 fois, mais pour certains étudiants, ça a aussi un côté ludique. Et du coup, ça les capte plus que quand on fait le cheminement avec eux, de leur dire avec des repérages, là, rappelle-toi, tu passes devant la cafette, etc. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire vraiment sur le long terme si ça a un effet, mais en tous les cas, elle a fait moins de visites avec eux. Elle en a fait quand même, mais moins qu'auparavant quand on a le papier crayon et qu'on va chercher les repérages. Donc j'espère que ça va fonctionner. En tous les cas, ils sont tous super contents. Je pense que c'est vraiment un outil, oui, qui vient rassurer. Du coup, c'est un plus, quoi, réellement pour ce type d'étudiants. Après, ça fait donc quelques années qu'on bosse dessus. On doit être à plus de 1000 tests utilisateurs aujourd'hui, avec beaucoup de déficiences visuelles, aveugles évidemment, des gens en fauteuil. On a appris plein de choses qui nous ont surpris, notamment le guidage vocal initial versus la cartographie. Beaucoup de gens en fauteuil nous disent moi j'ai besoin de mes mains en fait, basiquement. Donc quand on le dit c'est évident, mais au départ on se dit non, ils vont préférer une cartographie, ils sont voyants. Mais en fait, le handicap, vous connaissez le sujet, c'est un continuum très large et souvent multiple. Et donc, évidemment, on ne peut pas dire telle typologie, tel profil d'utilisateur, bien sûr qui sera l'utiliser ou pas. Il y a déjà une question d'appétence et d'utilisation standard de son téléphone. Donc, est-ce que la personne est déjà à l'aise, entre guillemets, avec l'utilisation d'un smartphone? Si c'est le cas, probablement que l'utilisation d'Evelity sera facilitée. Après, il n'y a pas de magie, dans le sens où c'est comme n'importe quel outil. La première fois qu'on l'utilise, il y a une première instruction qu'il faut comprendre un peu le mode de fonctionnement. C'est le temps qu'on arrive à bien positionner le téléphone. Mais une fois qu'on a fait 1, 2, 3 utilisations, on a compris le code. Et puis après, sur tout ce qui va être langage, on a bossé beaucoup toute la sémantique de l'application pour faire du Falc. On a bossé avec une designer qui est spécialiste de tout ce qui est vocabulaire, langage, etc. Donc voilà, on essaye on joue beaucoup sur les mots. Et il y a beaucoup de débats avec des gens assez compétents sur comment rendre cette appli la plus simple et intuitive possible. Et là, il y a 2 semaines, on a fait un gros retour d'expérience. Enfin, on a demandé à des étudiants, donc ils étaient une vingtaine, je crois, volontaires à venir tester pendant pratiquement 1 heure, avec justement toute l'équipe d'Okina, enfin une bonne partie. Et donc, j'ai pas encore eu le retour de la part de Julie, mais voilà. Donc, voilà, le but, c'est aussi de pouvoir, auprès d'Okina, faire ce type de retour d'usage pour qu'eux améliorent constamment cette application. Et c'est ce qui est vraiment très, très appréciable aussi dans cette société, c'est qu'ils réagissent très rapidement. Voilà, moi, je tiens vraiment à Juste une question. une question, désolée. C'est possible de partager la position GPS, par exemple, en cas d'urgence? Désolée pour mon français. Non, très bien. Non, pas de souci. Alors, typiquement, ça fait partie de certains retours côté usage. Tiens, est-ce que je pourrais retrouver mon copain et partager ma position? Ou il y a le cas plutôt de l'urgence. Il y a une contrainte technique, c'est que possiblement, si on partage sa position, ça donne lien un identifiant vis-à-vis d'une personne. Donc, le côté privacy by design, enfin le côté vie privée, RGPD, on rentre dans un champ qui peut être compliqué. Donc il y a peut-être des idées comme ça sur lesquelles on avance, où c'est plutôt choisir un point d'intérêt où on peut se regrouper. Ensuite, sur des fonctions plutôt de type urgence, ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder dans les fonctions natives des téléphones qui sont en train de se déployer. Je prends un exemple, Apple vient de sortir une fonction de reconnaissance de porte ou des fonctions d'alarme vibratoire et de reconnaissance de son pour des personnes sourdes, par exemple. Il y a de la détection de bébés qui pleurent, de sonnettes, etc. Donc l'idée, c'est plutôt d'intégrer ces fonctions-là. Donc aujourd'hui, sur des cas d'alarme, enfin en tout cas de malaise ou de partager sa position, ça peut se faire en natif. Après, à l'intérieur, partager sa position, ça fait partie des réflexions.
mais c'est toute une chaîne qui remonterait à qui est au bout de la chaîne pour avoir l'info. C'est comme des systèmes d'évacuation. On a des idées d'assistance en cas d'évacuation, sauf que là, on touche au système de sécurité incendie, etc. Et là, on ouvre des boîtes de Pandore assez compliquées, quoi. Donc, mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit. On a des retours d'usage réguliers. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci Sylvain, merci Alexandra. Alors, nous tenions à remercier l'ensemble des intervenants d'être venus se joindre à nous pour ce séminaire, cette demi-journée. Nous tenions aussi à remercier aussi l'équipe audiovisuelle, le PAVM, donc qui est présent et qui nous a aussi donné un coup de main dans le cadre de la captation vidéo. Et je crois qu'après l'événement sera retransmis par la suite. Tout à fait. On aura de la VOD pour toutes les personnes qui par n'ont la pas suite pu. et on vous tiendra informé si jamais vous voulez revoir des éléments ou partager des éléments que vous avez particulièrement appréciés durant cette journée. Encore merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Et juste petite chose, moi je tiens à remercier publiquement donc les sociétés avec lesquelles on travaille, donc Okinea Digital, Otot, Ubicas, parce que vraiment la collaboration depuis le début est juste superbe. Et je tiens aussi à remercier tous les services avec lesquels on a pu collaborer et il n'y a jamais eu de soucis, les échanges ont toujours été constructifs. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de faire avancer, même si c'est un tout petit peu, sur cette voie de l'inclusion, parce que ça me touche aussi personnellement. Donc voilà. Donc merci à tous.